Bien, après avoir vu dans la vidéo précédente et dans le cours précédent comment mettre en valeur les forces du territoire en développant l'accessibilité et en insistant sur les aménités, nous allons voir un troisième point, euh, le développement des potentialités de ce qu'on appelle les bassins de vie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands centres urbains, donc les grandes zones à majorité urbaine, sont aussi recherchées, vous le savez, on en a déjà parlé, hein, pour leur potentiel de consommateurs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour l'installation d'une entreprise. Donc, ce bassin de vie, hein, offre également une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée. Et donc, ça va également jouer un rôle pour l'installation des entreprises qui recherchent cela. Les métropoles attractives, elles, disposent d'universités réputées, spécialisées depuis longtemps dans une activité de pointe. Par exemple, l'industrie aéronautique est particulièrement développée depuis longtemps à Toulouse. L'industrie pharmaceutique, elle, l'est à Lyon. Les régions agricoles comme Bordeaux vont développer la recherche agronomique. Donc, du coup, ça va inciter des entreprises spécialisées dans le secteur aéronautique à s'installer dans Toulouse. Celles qui sont spécialisées dans la pharmacie vont plutôt s'installer à Lyon. Celles qui sont spécialisées dans le vin vont s'installer plutôt à Dijon ou à Bordeaux, par exemple. Euh, et quant à, par exemple, Paris, eh bien, c'est la première destination touristique mondiale et c'est la première concentration européenne de sièges sociaux. Euh, Ce qui accroît encore plus les potentialités de cette ville. Pour illustrer cela, on peut s'appuyer sur les chiffres clés du tourisme à Disneyland Paris, hein, depuis son ouverture, hein, presque 300 millions de visites hein, depuis 92, et on tourne à environ 14 millions de visiteurs par an. Alors évidemment, bon, vous oubliez les chiffres des 2 dernières années avec la Covid, c'est un peu délicat, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Euro Disney ou Disneyland à Paris, c'est la première destination touristique d'Europe, hein, pas seulement de France, mais d'Europe. Donc elle est largement devant d'autres destinations comme la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Mont-Saint-Michel, etc. On y trouve deux parcs à thème pour un total de 59 attractions. Ça représente, ce qui est plus intéressant, 6,2% du total des recettes en devises du tourisme en France. Et en 20 ans, les touristes ont dépensé 59 milliards d'euros. Donc vous voyez que le tourisme va être une énorme source de richesse pour Paris et l'Île-de-France. Des touristes qui viennent du monde entier, hein, principalement de France évidemment, mais aussi du Royaume-Uni, d'Espagne et de nombreux autres pays européens. Ça crée évidemment beaucoup d'emplois, notamment dans le secteur hôtelier, hein, plus que il faut héberger tous ces touristes qui viennent souvent pour plusieurs jours. Euh, donc on a d'importantes retombées financières qui proviennent évidemment de l'exploitation de l'activité touristique à travers les deux parcs à thème de Disneyland Paris. Alors pour résumer les facteurs de localisation des espaces industriels en France, vous pouvez vous appuyer sur le document que vous trouverez page 153 de votre manuel, qui vous donne les facteurs anciens de localisation, c'est-à-dire notamment pendant la révolution industrielle, le 19e siècle en France, hein, eh bien, les industries s'installaient à proximité des ressources énergétiques et des matières premières, c'est-à-dire les industries en France au 19e siècle à s'installer près des endroits où on extrayait par exemple la houille, donc le charbon, parce qu'elles en avaient besoin pour faire marcher leurs machines à vapeur. Et elles s'installaient aussi près des villes ou près des zones où il y avait une main-d'œuvre abondante. Donc ça, c'était les facteurs anciens de localisation. Le facteur permanent, qui était permanent, c'est-à-dire qui existait au 19e siècle et qui existe toujours aujourd'hui, c'est la proximité des marchés, des axes de communication, hein, marché de consommateurs dont on a parlé, axe de communication, c'est l'accessibilité terrestre, fluviale ou maritime. Ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs permanents qui sont valables quelle que soit la période. Évidemment, les facteurs anciens de localisation, eh bien, ils ont été dépassés aujourd'hui par de nouveaux facteurs de localisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que recherche une entreprise? Eh bien, de la proximité avec des centres de recherche et d'universités, notamment des technopoles, un cadre de vie attractif pour une main-d'œuvre qualifiée, ça ce sont les aménités, et l'intégration aux circuits d'échange européens et mondiaux, ça
c'est la connexion aux grands flux mondiaux, qu'ils soient européens ou mondiaux, dans le domaine du commerce, du numérique, etc. Alors, dernier point, à côté des acteurs publics, pardon, à côté des acteurs privés, il y a aussi des acteurs qui valorisent les atouts locaux, qui sont des acteurs publics. Et en premier lieu, l'acteur public qui joue un rôle très fort en matière d'aménagement de territoire, c'est bien évidemment l'État. Alors, l'aménagement du territoire, hein, vous avez la définition, page 152 de votre manuel. Alors, cette définition, c'est pour l'aménagement des territoires, c'est l'action concertée qui vise à organiser un territoire, à l'ordonner en fonction d'un projet. Et ici, le projet, eh bien, c'est de rendre le territoire français plus cohérent, de développer notamment les zones qui sont peut-être moins accessibles, en favorisant par exemple le développement des axes de transport, rééquilibrer les territoires, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Alors, l'État, comment il aménage le territoire en France? Eh bien, il l'aménage en faisant appel à de grandes administrations. Et pour cela, la DATAR avait un rôle essentiel. Donc, qu'est-ce qu'était la DATAR? C'était un organisme qui, encore une fois, un acronyme, hein, dont les lettres signifient délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Cette DATAR n'existe plus depuis 2014. Elle a été remplacée par la CGET, qui signifie Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, comme son nom l'indique, il faut essayer de rendre les territoires français plus égaux, donc en les aménageant. Un commissariat parce qu'il y a une sorte de planification, donc une politique qui est prévue en amont pour essayer d'aménager davantage le territoire et de réduire les inégalités. Donc la DATAR, puisque c'était l'administration que l'on trouvait à l'origine, elle a été mise en œuvre dans les années 60 pour faire face à la concurrence. L'État, à travers elle, a notamment favorisé l'innovation et soutenu les activités productives. Exemple, ben, c'est la DATAR qui a encouragé et développé la zone industrielle eau portuaire de Fos-sur-Mer dont on a déjà parlé. Euh, les premiers technopoles, donc, pour faire face à la concurrence, notamment européenne et mondiale, ont été aménagés dans les années 1970 dans les villes du sud et de l'ouest de la France, hein, comme par exemple Sophia Antipolis, près de Nice. Dans ces technopoles, l'accent est mis principalement sur la recherche et le développement, ce qu'on abrège par les lettres R&D, vous l'avez dans le cours, et le développement de ce qu'on appelle des synergies, c'est-à-dire des collaborations extrêmement rapprochées entre les universités, les entreprises, par exemple. Je vous ai mis d'ailleurs aussi la définition de recherche et développement, hein. Je vous ai dit l'ensemble des moyens mis en œuvre pour favoriser l'innovation. Donc l'objectif des technopoles, comme Sophia Antipolis, c'est de favoriser l'innovation, donc de découvrir en fait, notamment dans le domaine du numérique, souvent, hein, les futures inventions qui changeront la vie des gens. Donc ça, l'État est devenu un acteur majeur de ces aménagements, notamment eh bien, à travers les technopoles. Alors, à travers les diapositives suivantes, vous pouvez voir comment la zone industrielle eau-portuaire de Fos-sur-Mer a été favorisée, hein, justement par la DATAR dans les années 60. Donc Fos-sur-Mer, comme c'est une cité, du moins c'est un port à l'origine qui se situe à proximité de l'étang de Berre, hein, cet étang de Berre qui est aux portes de Marseille. Et donc en 1950, à proximité de Port-Louis-sur-Rhône, eh bien, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, hein, il y avait une digue qui protégeait l'étang de Gloria et un tout petit village portuaire de Port-Louis. Et puis petit à petit, ben, vous voyez comment la zone de Port-Louis-sur-Rhône a été aménagée. On a commencé à construire des terminaux pétroliers. On voit ici le terminal méthanier de Fos-Gavaou. On voit que des infrastructures sont construites, hein, pour pouvoir justement accueillir par exemple les pétroliers ou les méthaniers
Ici, on voit des réservoirs qui servent à accueillir le carburant, comme ici. Donc ça, c'était en 2018. Finalement, ben, en 58 ans, on voit comment un espace qui était quasi naturel, j'exagère un petit peu, a été largement transformé, aménagé, relié par le réseau routier, à proximité de l'autoroute pour pouvoir donc évacuer les productions pétrolières des industries sidérurgiques de Fos-sur-Mer. Alors toujours pour favoriser l'innovation, à partir de 2004, des pôles de compétitivité ont été créés. Alors qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est une association qui regroupe sur un même territoire des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, donc des écoles d'ingénieurs souvent, et des organismes de recherche qui travaillent ensemble à des projets de développement économique pour l'innovation. Donc en France, il y en a environ 60, et vous pouvez voir que des pôles de compétitivité, eh bien, il y en a notamment à Limoges, autour de la céramique. Il y en a aussi, je crois, autour du numérique. Il me semble qu'il y en a deux. Vous connaissez certainement Esther Technopole, en zone nord, proche pas très loin de Beaublanc et de Beaubreuil. Eh bien, sur ce territoire, on va trouver donc des acteurs publics, donc des universités, des écoles d'ingénieurs qui peuvent être privées, des entreprises, mais qui sont dans le même secteur d'activité. Donc, qui vont être, par exemple, à Limoges, autour de la céramique. Vous allez peut-être avoir une entreprise qui fabrique des céramiques, des ingénieurs qui vont travailler sur l'amélioration de la céramique, et tout cela va être concentré sur ce pôle de compétitivité. On dit que ça constitue des clusters. Alors, cluster, vous avez beaucoup entendu parler de ce terme à propos du Covid. On dit, oulala, il y a un cluster familial, les collèges sont des clusters, les lycées sont des clusters. Non, pardon, ça, notre ministre disait que ce n'était pas un cluster, mais bon, ça a changé dernièrement. Et un cluster, en anglais, ça veut dire une grappe. Et donc, on parle de cluster en géographie pour parler de grappe industrielle. Vous voyez la métaphore de la grappe de raisin. Eh bien, il y a une grappe d'industries qui sont concentrées les unes à côté des autres avec des universités, avec des écoles d'ingénieurs, afin de soutenir le dynamisme économique et le rayonnement international. Vous savez, c'est un peu sous le même modèle en fait que le modèle de la Silicon Valley, c'est-à-dire mélanger des universités, des écoles d'ingénieurs, des entreprises. Tout cela doit favoriser une synergie qui doit aboutir au développement d'innovations qui vont permettre à l'industrie française de soutenir la comparaison à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale et donc d'être compétitive. C'est ce mot-clé, c'est pour ça qu'on parle de pôle de compétitivité. Donc les autres secteurs institutionnels aussi vont intervenir, comme la région, les départements, les métropoles, pour tenter d'attirer les entreprises sur leur territoire en faisant notamment ce qu'on appelle du marketing territorial pour promouvoir leurs atouts. Donc le marketing territorial, c'est la mise en œuvre d'une communication pour valoriser un territoire afin d'influencer en sa faveur le comportement d'un public particulier. Par exemple, les entrepreneurs face à des concurrents. Donc l'objectif, c'est d'attirer les entreprises en mettant en valeur les atouts du territoire. On parle de marketing territorial. On est vraiment dans la campagne de publicité. Les acteurs institutionnels, régions, départements, métropoles, cherchent aussi à favoriser la mise en réseau de leur territoire avec d'autres espaces qui sont plus proches ou même plus lointains, réseau au niveau des villes, départements qui peuvent être en réseau, des réseaux universitaires, bref, on essaye de constituer des réseaux. L'objectif, c'est toujours d'attirer de nouveaux investisseurs, mais aussi de retenir les acteurs privés, les investisseurs, les chefs d'entreprise, qui permettent l'intégration eh bien, à l'Europe et au monde.